Alors, bonjour à tous. Emmanuel Mallard, enchantée de vous accueillir sur cet atelier organisé par Easy Family, où on va pouvoir reconnaître les signes avant-coureurs du burn-out parental. Alors, ça va se dérouler d'une façon bien précise. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu par une intro et on va voir ça au fur et à mesure. Donc, c'est certain que pourquoi le burn-out parental? Puisqu'en fait, moi, je suis coach parental, certifié Calmer Parenting, et je me suis rendu compte au fur et à mesure des séances avec les parents que le burn-out parental est soit présent euh, dans nombreuses familles sans être nommé distinctement, ou alors est sous-jacent et on est aux limites, aux prémices de ce burn-out et de cette implosion qui peut arriver. Donc, pourquoi burn-out? Burn-out, en fait, c'est un mot simplement qui veut dire tout simplement brûler, brûler de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on brûle de l'intérieur, on ne sait pas comment ça va se passer, puis à un moment donné, ça explose, tout simplement. Donc là, on parle donc de burn-out parental. Vous connaissez tous le burn-out professionnel. Ici, c'est un burn-out parental. Alors, on va dire depuis le début des années 90, on s'intéresse de plus en plus en fait à la parentalité. Autant de l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, ça allait de soi. On ne se posait pas de questions, on ne cherchait pas à être un parent parfait, un parent, on voulait simplement être un parent heureux. Ce qui a beaucoup changé actuellement, parce qu'en fait, maintenant, on se rend compte qu'il y a énormément de magazines, il y a énormément également d'émissions télé, tout tourne autour de cette parentalité. Alors maintenant, pour être un bon parent, ce ne sont plus les mêmes critères. Pour être un bon parent, maintenant, il faut rendre son enfant heureux. Ce qui est quand même quelque chose qui a changé parce qu'avant, c'était simplement être heureux en tant que parent. Et le fait d'être heureux rendait notre enfant heureux. Là, maintenant, c'est un peu différent. Et on sent cette pression, en fait, qui est de plus en plus présente sur les parents, hein, la mère et le père, mais surtout sur la mère, où on a cette pression sociale, sur l'allaitement, sur l'éducation positive et bienveillante, que bien sûr je défends, mais dans un cadre bien déterminé, puisqu'une éducation positive et bienveillante ne veut pas dire bien sûr une éducation laxiste. On a cette notion, en fait, cette image de mère parfaite. Il faut cuisiner tout fait maison, il faut cuisiner bio, il faut faire manger 5 fruits et légumes. Enfin bref, il y a vraiment cette idée de perfection qui existe. Et cette perfection, malheureusement, elle est relayée aussi beaucoup actuellement par les réseaux sociaux. Vous allez voir sur des comptes Instagram de mamans qui, tout au long de leur grossesse, qui sont complètement épanouies, qui n'ont aucun souci quel qu'il soit, hein, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel. Le bébé vient au monde dans une perfection totale avec un accouchement qui se passe très très bien sûr. Et en même pas un mois ou quelques jours, la maman a retrouvé son corps d'avant et tout se passe pour le mieux. Eh ben, c'est pas vraiment la réalité. Donc en fait, il y a un côté fake, on va dire, dans tous ces comptes, que ce soit les comptes Instagram, surtout Instagram, hein, je trouve qu'il est plus présent que Facebook. Et là, justement, eh ben, il faut essayer de s'en détacher et de ne pas chercher cette perfection qui est complètement illusoire. Ce qu'il faut voir aussi pourquoi on arrive à ce sentiment de burn-out parental qui n'existait pas avant, c'est un autre fait remarquable. Et en fait, au début des années 2000, il y a eu un comité d'experts européens qui a créé plus ou moins cette charte de bons parents. Alors moi, je ne la connaissais pas, hein. Je suis pourtant maman de 5 enfants. La première est née en 98, donc c'est dans l'an 2000, j'étais dedans. Mais c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Ce qui est certain, c'est que cette charte, en fait, il y a 5 points qui ont été bien déterminés pour savoir ce qu'était en fait un bon parent. Alors, pour la première chose, un bon parent, c'est un parent qui répond aux besoins d'amour et de sécurité de ses enfants. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un parent qui donne des structures, qui donne des repères, qui donne des routines prévisibles, en fait, et des limites posées. C'est ce qu'on va appeler le cadre, en fait, tout simplement. Le troisième élément, c'est faut que ce soit un parent qui donne de la reconnaissance à travers une écoute qui soit positive, à travers une valorisation de l'enfant, ce qu'on retrouve très quand même fréquemment dans l'éducation positive et bienveillante. Il y a également cette idée d'amener l'enfant à l'autonomie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à développer cette autonomie chez l'enfant et pour développer ses compétences et sa confiance en soi. C'est quelque chose qui est très présent en fait dans cette réflexion qui avait été faite par ces experts européens.
Et il y a aussi également, cette idée que l'enfant doit vivre dans un environnement qui est, purement non violent, qui bannit toute punition, corporelle. Alors, on ne peut qu'adhérer à cette charte. C'est certain que moi, en tant que maman et en tant que professionnelle, je ne vais pas vous dire le contraire. Sauf que c'est pas toujours facile. Pas toujours facile, à respecter parce qu'être parent, la parentalité être parent, c'est un job à plein temps, hein, auquel on rajoute justement, un job professionnel, d'autres activités qui peuvent être bénévoles, enfin ou voilà, une relation amoureuse, des relations familiales, amicales, sportives. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais c'est vrai que c'est quand même une grande partie de votre temps. Donc c'est pour ça qu'en fait, cette pression sociale sur le parent idéal est quand même vraiment, vraiment présente. Donc surtout sur la mère, hein, quand je vous disais tout à l'heure, il faut qu'elle soit une mère parfaite, hein, comme on l'a vu, il faut que ce soit aussi une businesswoman. Parce que maintenant, on accepte de moins en moins, enfin le statut de mère au foyer est quelque chose qui n'est pas vraiment reconnu et ce que je déplore, hein, parce que j'ai quand même été maman au foyer pendant 15 ans auprès de mes 5 enfants. Mais c'est vrai que, on a ce sentiment que lorsqu'on a choisi d'être mère au foyer, on n'a pas le droit de se plaindre. C'est un choix. C'est un choix. C'est comme quand on a choisi de faire carrière et qu'on souhaite également d'avoir des enfants, on n'a pas le droit de se plaindre. Et c'est ça, c'est cette pression sociale qui nous, en fait, qui nous oblige d'une certaine façon à être parfaite partout. Il faut être l'épouse modèle, qui soit toujours une envie de séduction vis-à-vis de son époux. Il faut être cette femme fatale qui retrouve son corps en 2 secondes, qui fait du sport, voilà, il faut être parfaite et c'est juste pas possible. Et pourtant, on se rend compte également que le burn-out parental, arrive après à différents facteurs de stress. Le stress est présent, hein, parce que d'abord un enfant, c'est vrai que c'est du bonheur. On va pas dire l'inverse, c'est incroyable, hein. Avoir un enfant, c'est donner un sens incroyable à son existence. Ça nous donne une nouvelle identité qui est valorisée puisqu'en fait, qui est valorisée socialement. Puisque c'est souvent ce qu'on attend de nous, hein. C'est en tant que voilà, qu'être, voilà, rencontrer quelqu'un, créer une union et puis avoir des parents. Donc en fait, on est valorisé socialement, on est valorisé aussi grâce à cet enfant qui, pendant, pas mal d'années, je dirais, et ça peut même continuer toute une vie entière, va nous mettre sur un piédestal. C'est-à-dire, va nous sentir, heu, il va nous donner cette idée que l'on est beau, que l'on est essentiel, qu'on touche plus ou moins cette perfection. Alors là, il va falloir aussi réussir à gérer un petit peu de ça pour que ça parte pas trop loin. Mais ce qui est certain, c'est qu'être parent, ça modifie carrément notre expérience de l'amour, tout simplement, hein. L'amour d'un parent pour son enfant, c'est souvent l'amour qui est le plus durable, il est noble, il est inconditionnel, il est désintéressé, en fait. Et d'un certain côté, il arrive même à être sacrificiel parce qu'en fait, on va se mettre de côté pour pouvoir élever cet enfant. Mais de ce côté, ça c'est le côté du bonheur, c'est ce côté valorisant. Mais être parent aussi, c'est toute une partie de stress. Des stress qui sont présents. Alors le stress existe déjà pendant la grossesse. Alors il peut même exister avant, si malheureusement cet enfant n'arrive pas assez rapidement à notre goût. C'est certain qu'en fait, comment dire, il va arriver d'une façon qui va être plus ou moins difficile. Donc ce stress va déjà être présent dans la grossesse et il va augmenter au fur et à mesure. Alors, ce qu'on va faire, je vais terminer par contre l'intro et je vous montrerai après le PowerPoint. Donc en fait, et une fois que cet enfant est né, il y a plusieurs stresseurs qui sont présents, hein. Déjà, il y a un réajustement professionnel qu'il faut faire. Parce qu'en fait, vous n'allez plus pouvoir fonctionner comme vous fonctionniez avant, c'est-à-dire être libre de son temps comme vous le souhaitiez, pour avoir des réunions le soir, pour aller à des soirées, les choses vont être différentes. Il faut un réajustement également avec son conjoint. Puisque là, pendant un petit moment, ça va être plus compliqué, hein. On dit qu'il y a 2 périodes dans la vie conjugale qui sont difficiles. C'est la période de la naissance jusqu'aux 5 ans de l'enfant et après on repart dans un épanouissement, en fait, on va dire, parental et conjugal qui est assez sympathique et cette période de stress revient à l'adolescence. Puisque là, on va retraverser aussi une autre crise. Pour après, s'installer, on va dire et durablement dans cette vie en fait, parentale et conjugale. On va falloir aussi,
envisager et gérer ce manque de temps. On va courir après le temps une fois qu'on a un enfant. Beaucoup moins de temps pour soi, beaucoup moins de temps pour ses plaisirs personnels. On va avoir aussi, il faut prendre aussi en compte que votre pouvoir d'achat va diminuer, bien sûr. Donc ça, ce sont tous ces petits stresseurs qui sont un peu divers, qui ne sont pas très importants, mais cumulés, qui peuvent provoquer du stress. Il y a aussi le stress vis-à-vis de la santé de votre enfant. Alors maintenant, vous allez commencer à vous inquiéter pour différentes choses pour votre enfant. Une fièvre qui va être un peu plus haute, un enfant qui va sortir et qui va pas rentrer à l'heure, vous allez vous inquiéter. Alors d'autant plus maintenant avec les différents attentats qu'il y a eu et toute cette atmosphère un peu de terrorisme. Quand vous avez des enfants plus grands, ce qui est mon cas, s'ils vont à un concert, vous allez commencer à vous inquiéter. S'ils ne vous répondent pas au téléphone, en fait, c'est facteur de stress, ça c'est certain. Il y a aussi cette idée au départ que l'enfant est dépendant de vous et complètement immature. Et ça, alors ça, personnellement, moi, c'est un stress que j'ai ressenti assez longtemps, puisque comme j'ai eu 5 enfants en 8 ans, j'avais toujours cette image, me dire: «Mais s'il arrive quelque chose, une catastrophe, comment je vais faire pour sauver les 5 en même temps?» Ça, c'est quelque chose qui m'a travaillé très, très longtemps et je posais un stress là-dessus et c'était assez difficile et j'étais vraiment, bien contente une fois qu'ils ont grandi, enfin que les premiers ont grandi et étaient capables de prendre cette autonomie et en fait de pouvoir agir par eux-mêmes, hein. Parce que voilà, on ne devient pas non plus coach parental par hasard. Quand je me suis formée à l'accompagnement du burn-out, c'est non seulement parce que je le voyais dans les familles que j'accompagnais, mais c'est là où je me suis rendu compte également que moi-même dans ma vie, j'ai eu 2 épisodes qui m'ont alertée sur ce burn-out parental et j'ai su réagir à temps pour pas tomber dans ce cercle vicieux de burn-out. Donc c'est là où c'est intéressant. Et puis, on va dire un dernier stress, ouais, stresseur, ça va être cette idée qu'en fait, il faut qu'on ait un enfant qui ait un bon développement, qu'il soit physique ou psychique ou intellectuel, pour correspondre à cette norme sociale dans laquelle on évolue. Alors, cette norme sociale est différente. Pour certains, par exemple, ça va être très important que l'enfant fasse des études. Heu, donc là, il va y avoir un stress. Il faut que mon enfant marche bien à l'école, il faut qu'il réussisse ses diplômes, il faut qu'il aille faire telle carrière, telles études. Et d'un autre côté, on va mettre cette pression, on peut très bien la mettre, hein, sur le sport, sur différentes choses, sur l'art, sur la musique, si vous êtes dans une famille de musiciens. Il y a c'est sur différents supports. Ça va même sur le physique, hein. Regardez, il y a certaines familles africaines pour qui un enfant en bonne santé et un enfant qui est un peu en embonpoint, c'est ce que vous voyez en Afrique, dans certaines ethnies. Et ben là, c'est pareil, il va falloir ce stress de se dire qu'il faut que cet enfant, en fait, arrive à grossir et prendre du poids et on va dire qu'il corresponde aux critères sociaux de ce pays et de cette société-là. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'introduction que je voulais faire sur le burn-out parental. Alors, on va démarrer le PowerPoint en même temps. Alors, ce que je vous ai demandé, voilà, je vais le mettre en place et vous allez, hop, me voir à travers, normalement, une petite fenêtre. Eh ben non, parce que je n'ai pas fait écran partagé. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Ce serait mieux de faire écran partagé. Je suis désolée de ce contretemps. Je croyais que je l'avais fait. Eh ben non. Voilà. Donc, vous avez dû avoir. Voilà. Écran partagé. Alors, on va lancer le PowerPoint. Voilà, burn-out et si on en parlait. Ça, c'est la petite intro que je vais vous faire là-dessus. Donc, vous me voyez toujours sur le côté, hein. On va le mettre, je vais le déplacer un petit peu. Hop, voilà. Et donc, on enchaîne. Alors, je vais commencer, ce que j'aurais peut-être dû faire avant, par me présenter, hein. Donc, moi, comme je vous dis, c'est Emmanuelle Mallard. Je suis coach parental certifié Calmer Parenting. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des parents d'enfants atypiques, qu'ils soient HP, TDAH, phobiques. Puisque, comme je le mets en dernier lieu, je suis moi-même maman de 5 enfants qui ont entre 13 et 21 ans et qui sont HP, TDAH, mon avis pour certains, mais pas de diagnostic posé, et dont une phobie qui a été à ce moment-là dans une phobie scolaire qui était très présente.
Donc voilà, ça, ce sont les critères pourquoi j'ai choisi cette spécialisation dans l'accompagnement des parents d'enfants atypiques. Il y a également une deuxième spécialisation dans laquelle j'ai évolué, c'est la spécialisation dans la prévention et l'accompagnement du burn-out parental. Puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand même quelque chose que je percevais très facilement en fait dans les familles que j'accompagnais. Donc là, c'est pareil, ça de ce côté-là, c'est pour ça que j'ai choisi en fait de faire de la prévention et de l'accompagnement à ce niveau-là. Je forme également les futurs coachs parentaux du Calmer Parenting, accompagnée d'Anne Pémira, hein, qui est basée sur Paris, qui est la référente en France. Et j'ai également suivi une formation de coach de confiance en soi pour adultes et enfants, parce que ça aussi, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui manquait dans les parents que j'accompagnais. Ils n'arrivaient pas en fait à donner confiance en eux à leurs enfants, puisque eux-mêmes en manquaient, alors que paradoxalement, ils en avaient beaucoup au niveau de leur vie professionnelle ou de leur vie personnelle. Voilà, donc je suis membre des réseaux Calmer Parenting et du réseau Zen Pro. Donc voilà, donc on va commencer par ces 4 séances, enfin 4 séquences. Qu'est-ce que le burn-out parental? C'est ce que nous allons voir, les causes du burn-out parental, même si on a commencé à évoquer certaines causes dans l'introduction, les signes avant-coureurs de ce burn-out, et surtout, enfin voilà, on va terminer par la méthode du Calmer Parenting que je souhaite vous présenter. Donc c'est ce qu'on va se rendre compte qu'en fait, le burn-out parental est un syndrome qui est tridimensionnel. Comme je vous disais auparavant, c'est quelque chose quand même de très récent. On a commencé à en parler vraiment au début des années 2000 et la première vraie étude sur le burn-out parental est apparue en fait en 2017. Donc, c'est vraiment très proche par Moira Mikolajczak et Isabelle Roskam qui ont écrit un livre. Alors, je vais vous le montrer, je ne sais pas si là ça va apparaître, vous allez le voir à l'envers, qui est le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir, qui était très complet en fait sur ce syndrome du burn-out parental. En fait, c'est comme on le dit ici, c'est un syndrome tridimensionnel. Donc, il y a 3 symptômes qui apparaissent. Le premier, c'est l'épuisement. C'est ce qui apparaît le plus souvent en premier. Le parent, il a le sentiment d'être épuisé, d'être vidé, d'être fatigué, que ce soit au point de vue émotionnel, que ce soit au point de vue physique, beaucoup de mal à se lever le matin, beaucoup de mal à réagir, une fatigue le soir où il n'en peut plus. C'est ce qu'on va retrouver également dans d'autres burn-out. Et une fatigue aussi cognitive. Il a l'impression que son cerveau n'arrive pas à se connecter et à réfléchir de façon correcte. Donc ça, c'est ce qui pose vraiment problème à ce niveau-là. La deuxième symptôme, c'est la distanciation affective avec les enfants. Donc le parent n'a plus du tout envie de s'investir dans son rôle de parent. Il fait ce qu'il faut de façon mécanique. Il accorde beaucoup moins d'importance à ce que les enfants vont vivre. Il va juste s'occuper de les nourrir, de les laver, de les coucher, de les emmener à leurs activités. Mais il ne va plus prendre plaisir, en fait, à partager du temps et des activités avec eux. Et le troisième, c'est la perte d'efficacité et d'épanouissement dans son rôle de parent. Il ne se reconnaît plus dans son comportement vis-à-vis des enfants. C'est là où on va voir qu'il va y avoir des cris, qu'il va y avoir de la tristesse, il va être à fleur de peau, en fait. En fait, le parent n'est plus le parent qu'il voudrait être ou qu'il souhaitait être ou qu'il a été. Parce que, comme on va voir, le burn-out parental peut apparaître de n'importe quand. Donc, c'est vrai qu'il y a différentes conséquences à ce burn-out parental. Hein. Ça peut avoir des problèmes de santé, des addictions, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Sur le couple, en fait, ça met vraiment le couple en danger. Le burn-out parental met le couple conjugal en danger. Hein. Il y a des conflits, ça va jusqu'au divorce hein, parfois. Et puis, sur la relation parent-enfant, avec des négligences, des violences. Voilà, donc il faut s'en rendre compte le plus tôt possible et agir très vite sur ces symptômes. Pour un burn-out parental, on n'est pas obligé d'avoir ces 3 symptômes, il suffit d'en avoir 2 simplement, que ce soit l'épuisement associé avec une distanciation affective ou inversement, l'épuisement et la perte d'efficacité. Enfin bref, 2 suffisent pour justement parler de burn-out parental. Je vais vous lire quelques témoignages que j'ai pris un peu partout qui vous montraient à quel point quelle est vraiment la réaction des parents qui subissent ce burn-out parental. En fait, c'est cette impression qu'on a tirée sur l'élastique. L'élastique a été vraiment trop longtemps tendu, et à un moment donné, ça a lâché.
Et là, tout part en, j'allais dire en cacahuète, c'était pas le bon mot, mais tout va à volo, quoi, tout simplement. Un exemple, Claire, qui est maman de 3 enfants, elle met un sentiment d'overdose à l'idée de ce qu'il faudra faire avec ou pour les enfants. Je suis épuisée rien qu'à l'idée de ce qui m'attend le soir en débauchant. Voilà, plus l'envie de rentrer chez soi pour s'en occuper. Toba, qui est un papa de 2 enfants, lui évoque un sentiment de ne plus arriver à faire face, de ne plus être maître de sa propre vie à cause des enfants, de ne plus en pleuvoir, de subir. Ça, c'est un sentiment aussi. Gaëtane, elle, maman de 3 enfants, elle avait cette impression d'être envahie par cette fatigue. J'étais si fatiguée, fatiguée de donner, fatiguée de lutter. Et elle disait: «À quoi bon? J'y arrive pas, je suis une mauvaise mère». C'est ce sentiment, en fait, d'impuissance qui arrive aussi. Elisabeth, maman de 2 enfants, j'étais épuisée. J'étais juste incapable de répondre aux sollicitations de mon aîné. Je me réveillais avec zéro énergie et le moindre petit truc du quotidien était hyper difficile. Rien que d'imaginer ce qu'on allait manger ce soir, c'était une montagne. La moindre chose à me faire de me demander trop d'énergie, j'en avais plus d'énergie. Vraiment, j'étais en mode survie. Donc ça, c'est un exemple. Violette, qui est maman de 2 enfants, elle, ça, on est donc dans des exemples d'épuisement physique et émotionnel, hein. Violette, maman de 2 enfants, j'étais tellement épuisée que j'étais déconnectée de moi-même. J'étais un robot. Romane, un sentiment d'épuisement si grand que j'en venais à souhaiter mourir. Vous vous rendez compte? À souhaiter mourir pour me reposer enfin. C'est-à-dire que la fatigue est tellement importante qu'en fait, on ne trouve plus de solution. Après, se manifeste une identification affective. C'est le deuxième symptôme. Ça veut dire que là, on va écouter d'une oreille discrète ce qui va être dit. On ne donne absolument aucune importance à ce que l'enfant va vivre ou ressentir. C'est ce qu'on retrouve dans le burn-out en fait professionnel. On va parler, par exemple, une infirmière va parler, je dois aller voir le sein de la chambre 21. Il y a une dépersonnification, voilà, si j'ai bien dit le mot, du problème. Tania disait qu'en fait, elle agissait comme un automate. Je faisais ce que je devais faire, les conduire à l'école, leur préparer à manger, la toilette, le coucher, mais pas plus. Je ne pouvais pas. En fait, c'est ce qui se passe. Et le troisième symptôme, c'est la perte d'efficacité et d'épanouissement dans son rôle de parent. En fait, le parent se rend compte qu'il n'est plus le parent qu'il a envie d'être. Violette, par exemple, là encore une fois, elle a dit qu'elle avait tant rêvé d'entendre ses enfants prononcer le mot de maman que maintenant, elle ne supporte plus ce mot de maman, alors qu'elle l'a rêvé, elle était tellement heureuse de l'entendre. Là, elle dit: je l'entends 500 000 fois par jour, je ne peux plus entendre le mot de parent. Dès que je l'entends, mon corps entier se crispe et je ne peux plus rien faire. Je sens de la colère monter en moi. Donc c'est quand même très dur. Donc comme je vous l'ai dit, hein, simplement 2 de ces 3 symptômes sont suffisants. Et il y a d'abord, c'est là où il faut que l'entourage en fait aide le parent, et c'est souvent la maman, hein, à prendre conscience du problème qu'il y a derrière, hein. Donc, il y a un contraste entre l'investissement et puis l'énergie. Il y a l'efficacité du parent qui était avant le burn-out et après, et le désinvestissement qui est présent après. Alors, il faut également savoir différencier en fait le burn-out du baby blues et de la dépression. Donc, le burn-out parental, à distinguo du burn-out professionnel, se retrouve simplement dans la sphère familiale et c'est en relation avec les enfants. Alors, ce qui est rigolo, c'est que maintenant, on commence à évoquer le burn-out aussi également conjugal. Alors ça sera un autre sujet qui ne sera pas de mon domaine, mais qui va exister de plus en plus. Le syndrome en fait du burn-out parental, il est très contextualisé en fait, hein. Il se retrouve spécifiquement dans la sphère familiale, mais également il faut faire attention parce que il est un peu différent en fait de la dépression, parce que la dépression, ce sont des souffrances qui vont se trouver en fait dans différents domaines, hein, soit dans la vie amoureuse, la vie professionnelle, la vie amicale, la vie sociale. On va retrouver cette dépression dans tous ces sphères-là. Le burn-out parental se situe vraiment dans la sphère familiale. Malheureusement, si ce burn-out n'est pas pris en compte, il va très vite évoluer dans la dépression. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir vraiment le différencier et agir comme il faut au moment opportun.
Le syndrome du burn-out parental est aussi à différencier du baby blues. Le baby blues, en fait, c'est une dépression qui est postpartum, qui survient dans les premiers jours après la naissance, qui va durer 4 ou 5 jours normalement, qui est souvent due en fait à un bouleversement hormonal. Alors que le burn-out parental peut vous arriver n'importe quand, c'est-à-dire à la naissance, à l'adolescence, quand l'enfant devient jeune adulte. Il n'y a pas vraiment en fait de période précise pour le burn-out parental. Moi, j'ai le souvenir d'en avoir fait deux, parce que, enfin deux, j'ai failli en faire deux parce que je ne suis pas tombée dedans, j'ai su réagir avant en me faisant aider. C'était quand j'étais enceinte de mon quatrième. Et la fois d'après, c'est quand ma fille a eu ses problèmes de phobie scolaire. Et là, elle avait 11 ans. Donc, en fait, ça veut dire que ça apparaît à des moments différents, dans des situations différentes. Moi, je pense que le premier était dû au fait que j'allais avoir mon quatrième enfant et que la première n'avait que 4 ans et demi. Donc, c'était quand même assez difficile physiquement de tout gérer. Et le deuxième, c'était dû là, par contre, au problème que rencontrait ma fille avec sa phobie scolaire et son diagnostic de HP qui avait été posé. Et là, c'était une raison différente. Mais on le retrouvait, ces deux moments étaient vraiment… maintenant, je peux mettre un mot dessus, quoi, en me disant ces sentiments, ces émotions que je ressentais, cette situation dans laquelle je vivais à cette époque-là, étaient les prémices d'un burn-out parental. Maintenant, j'en suis persuadée. Voilà, donc ça, c'est bien différencier les deux. Burn-out parental, dépression, baby blues. Ce ne sont pas des choses qui sont similaires. Alors, on va aller voir un peu les causes de ce burn-out parental, puisqu'il y a différentes causes, et on n'est pas tous, on va le dire, sur le même pied d'égalité face à face au burn-out parental. Il y a 5 grandes catégories qui font qu'on peut être plus sujet, plus rapidement à ce burn-out parental. Vous avez les parents solos. Et alors eux, ce sont les premiers, parce que c'est vraiment très difficile d'élever un enfant tout seul. C'est pas pour rien qu'il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, pour éduquer un enfant. C'est pas étonnant. Ils n'ont aucun moment de répit. Ils doivent tout assumer tout seuls. Ils ont souvent peu de soutien social, parce que, et souvent, malheureusement, sont liés à cette situation de parents solo, des problèmes financiers ou des problèmes de travail. Donc, franchement, c'est une vraiment des causes principales qui peut être du burn-out parental. Alors là, c'est vrai qu'il faut quand même un entourage qui aide le parent en fait à en prendre conscience. La deuxième chose, c'est aussi les parents isolés, puisque maintenant, on vit dans une société où, alors c'est vrai qu'à l'époque de nos parents, tout le monde vivait à peu près dans la même région, c'était pas le même village, la même ville, enfin tout le monde était à peu près proches les uns des autres. Maintenant, le monde nous est ouvert, et ça va être encore je veux dire, plus important pour nos enfants. Donc c'est vrai que maintenant, on peut très bien se trouver parents sans avoir aucune personne proche autour de nous, se retrouver en tête-à-tête avec notre conjoint, l'enfant qui vient naître, si c'est en France, si c'est à l'étranger. Et on a cette sensation en fait d'isolement qui apparaît, et on a peu d'opportunités en fait pour recharger les batteries, pour pouvoir demander de l'aide à quelqu'un, de laisser ses enfants à garder un soir, une nuit, ou même un week-end, ou alors de se faire aider au quotidien par quelqu'un. Alors c'est vrai que l'amitié maintenant prend plus de place et commence à remplacer comment dire, cette ambiance familiale qui est moins présente, mais c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Et dans ces parents isolés, on retrouve aussi également cette idée qu'il n'y a plus cette transmission générationnelle où on apprenait en fait aux futures mamans à s'occuper de son bébé et à mettre en place ce qui avait été fait, où on se posait, ce que je vous disais tout à l'heure, nos mères ou nos grands-mères se posaient beaucoup moins de questions sur l'éducation de leurs enfants et partaient simplement dans du bon sens. Ce qu'on retrouve encore dans des familles, que ce soit africaines ou en Asie, où il y a cette vraie transmission générationnelle du fait d'être maman, puisqu'il y a beaucoup d'enfants, les jeunes filles à l'adolescence voient leur maman s'occuper des autres enfants. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour elles. Donc, il y a vraiment cet isolement qui est non seulement géographique, mais qui est familial et qui peut être aussi également social. La troisième cause, c'est le nombre d'enfants. Et ça, je ne vous dirai pas le contraire. Quoique, souvent, il y arrive. Moi, j'ai reçu des familles qui n'avaient qu'un seul enfant et là où la maman était en burn-out
en burn-out parental, puisque elle avait tellement surinvesti sa fonction de maman qu'elle ne se permettait, elle s'était mis une pression qui était tellement importante qu'elle ne se permettait aucune faille, aucun échec, hein. Mais c'est vrai que plus on a d'enfants, plus le risque de burn-out parental augmente. Et c'est pour ça qu'il faut savoir à un moment donné se faire aider, hein, et avoir se dire: «OK, je ne suis pas une Wonder Woman, ça ne va pas le faire, il faut vraiment que je trouve de l'aide». L'absence du conjoint aussi. Alors ça, c'est un facteur de risque qui est très important. Alors ça peut être bien sûr une absence de conjoint parce qu'on est parent solo ou parce que le conjoint est souvent absent par son travail, que ce soit, voilà, si vous avez quelqu'un qui est, un mari qui est routier, qui est militaire ou même tout simplement qui peut être chef d'entreprise, agriculteur, qui fait des horaires, pas possibles, qui travaille 6 jours sur 7, le 7e jour est fatigué. Ça peut être en fait un des critères aussi, une des causes aussi, du burn-out parental. Puis vous avez également le père qui ne s'intéresse absolument pas à sa famille, à ses enfants, qui pour lui est simplement, comment dire? Une tâche maternelle et absolument pas paternelle. Et c'est vrai que là aussi, vous vous retrouvez en fait toute seule, alors je parle pour les mamans, hein, à gérer à gérer ses enfants et puis à gérer cette fatigue qui va avec. Et puis à ça se rajoutent, des soucis financiers, le chômage, les problèmes de santé sont aussi des facteurs aggravants qui vont faire en fait que cette difficulté, que ce burn-out parental va arriver plus facilement dans votre famille, hein, si vous avez ces critères-là qui sont présents plutôt que dans d'autres familles qui va être mieux entourées. Et puis à tout ça se rajoutent en fait d'autres causes possibles du burn-out parental. Alors est-ce que je me souviens plus si j'ai mis ça? Hop, non, je reviens en arrière. Voilà. Donc ce sont différentes, on va dire sous-catégories, de causes, mais qui sont bien présentes, hein. Comme on a dit, l'idéalisation de la maternité. Il y a un adage qui dit, «Avant, j'avais des certitudes, maintenant je suis maman». Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette grossesse, on l'a voulu, cet enfant, on l'a imaginé, on l'a rêvé et puis bien sûr, il est parfait. Il est parfait. C'est-à-dire qu'il va naître, il va faire ses nuits tout de suite, il va manger sans problème, il ne sera pas malade, tout ira bien. Donc, c'est sûr qu'il y a cette évidence. On rêve, on a idéalisé cette maternité et malheureusement, en quelques heures, voire quelques jours, ça nous ramène très vite à la réalité. Et ben, puisqu'on en cherche, qu'on a idéalisé cette maternité, on a idéalisé aussi, cette fonction de parent. On veut être un parent parfait. C'est-à-dire qu'il faut chercher, à être ce parent parfait. C'est ce qu'on a vu aussi en introduction avec tous ces comptes, d'instagrammeuses qui sont mamans et qui sont parfaites physiquement, professionnellement, enfin dans leur vie conjugale, hein, ce qui est juste, incroyable. Donc en fait, il y a ce besoin, on va chercher comme on va être parfait, on va chercher la perfection, hein. Donc on va voir qu'on va essayer de se comparer aux autres, voir un peu comment ça se passe autour de nous, ou on va nous le faire comprendre, hein, dans des familles, c'est, «Bah oui, mais je comprends pas, ta sœur, elle y arrive avec ses enfants, mais toi tu y arrives pas, comment tu les élèves?» Tout ça, en fait, va nous faire perdre plus ou moins cette confiance en soi que l'on a en tant que parent. Donc ça, ce besoin de perfection, on va le chercher. Puis comme on n'arrive pas à avoir ce besoin de perfection, cette perfection, elle est inatteignable, hein. Bien sûr, c'est ce qu'il y a de beau, c'est l'être imparfait. Eh ben, on va tomber dans la culpabilité. On va se sentir coupable de ne pas arriver, en fait, à atteindre, cette image du parent, idéal et parfait que l'on a en tête, hein. Donc on va avoir comment dire? Cette impression de tout faire, cette sensation de tout faire pour nos enfants et en même temps, et beh, ils vont pas cette impression qu'ils vont pas nous le rendre. On va se donner corps et âme pour eux, pour arriver à atteindre cette perfection, on n'y arrivera pas et on a l'impression heu, que c'est de leur faute et on va culpabiliser sur cette idée que c'est leur faute, enfin bon. Donc là, on tombe dans la culpabilité. La culpabilité amène bien sûr au sacrifice, au don de soi. Alors ça, souvent aussi, c'est une des causes principales, du burn-out parental. Enfin pas principale, mais on va la retrouver là-dedans, hein. C'est cette idée en fait, qu'en fait, on s'oublie. On s'oublie en tant qu'être. Ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, ce que l'on est n'a plus d'importance. La seule chose qui est importante, c'est que mon enfant soit heureux. Voilà. Alors là, on revient encore, à l'introduction, si vous vous souvenez. On parlait maintenant, avant, c'était être un parent heureux, maintenant on veut des enfants heureux. On a inversé,
la tendance. Donc c'est pour ça et on va donc se sacrifier pour pouvoir rendre son enfant heureux. Alors que pour rendre son enfant heureux, il faut déjà être bien soi-même. Je crois qu'une fois qu'on a compris ça, ça permet également d'avancer beaucoup plus rapidement dans la reprise en main de sa vie, dans sa vie de parent. Il y a également cette forte implication en fait émotionnelle, hein. Il y a tout un enjeu émotionnel qui est fait entre l'enfant et le parent, à ce moment-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette impression de responsabilité puisque c'est un être qui est dépendant, qui est vulnérable. Donc on se doit d'être responsable d'eux. Donc là, c'est pareil, on se met une pression qui est assez forte. Et non seulement ça, c'est cette pression personnelle que qu'on se met soi-même pour pouvoir éduquer ses enfants, mais il y a la société qui nous rajoute cette pression. C'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, quand on parle qu'est-ce qu'être une bonne maman ou un bon papa. Donc on va parler de tout ça, faire cuisiner, faire bio, l'emmener au parc tous les jours, faire des jeux d'éveil, tout ce qui doit être fait. Et avec cette mouvance aussi de parentalité positive, qui est souvent mal comprise, hein, je reviens là-dessus, qui est souvent mal comprise. Une parentalité positive ne veut pas dire une parentalité laxiste. Donc ça, il faut faire bien attention à ça. Et donc, quand on parle de ça, c'est cette pression que l'on a en fait tous les jours. Donc ça, il va falloir aussi apprendre à l'enlever un petit peu. Et puis, donc on est obligé de devenir, suite à cette pression, on tombe dans le stress. C'est-à-dire qu'on va devenir, quelqu'un, il faut être multitâche, multifonction, multi-tout. Il faut réussir en fait, à tout faire, ce qui semble assez difficile. Il y a une pression qui est encore, un contexte qui est encore plus délicat, ce sont pour, les parents d'enfants atypiques. Moi j'ai suivi et je suis plusieurs, familles de parents typiques, surtout des parents, alors je ne sais pas si je vais pouvoir bouger un petit peu pour que vous le voyez mieux. Hop, on va le passer de l'autre côté. Par exemple, les mamans d'enfants, 10, j'ai pris cet exemple parce que j'aime bien prendre cet exemple. C'est, la maman qui va dire: «Je n'en peux plus de courir chez l'orthophoniste, la psy, le cours de piano, le foot, d'être là. J'accepte que mon enfant soit moyen, je ne suis plus perfectionniste. La maîtresse me dit que mon enfant tape les autres, que je dois mieux l'éduquer. Je donne à la maîtresse une brochure sur le TDAH sans répondre à ses accusations». Donc on perd cette notion de culpabilité, en fait. Je m'écroule en pleurs dans la cuisine, j'ai oublié d'acheter la moitié des courses. Eh ben, papa fait les courses et je prépare le repas. On s'appuie sur quelqu'un pour nous aider dans ce passage qui est très difficile. Je n'en veux plus, je veux me reposer tout seul. C'est ce qu'on parlait, hein, cette fatigue physique et émotionnelle qui est présente. Je la laisse jouer 3 heures à des jeux vidéo. Et ça, c'est ce que j'ai souvent. Pourtant, hein, je ne suis pas une adepte de tout ça. Mais à un moment donné, c'est comme quand je suivais des parents pendant le confinement. Il faut juste à un moment donné hiérarchiser ses priorités. Et là, prenez soin de vous. Et si prendre soin de vous, c'est un jour, vous n'en pouvez plus, c'est le laisser devant les jeux vidéo, ben laissez-le devant les jeux vidéo. Un enfant TDAH à éduquer, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué. Moi, j'ai beaucoup de sympathie, beaucoup d'empathie pour ces parents et puis ces mamans, parce que souvent, malheureusement, elles se retrouvent toutes seules avec leurs enfants, qui doivent faire face à tout ça tout seuls. Moi, je pense avoir un ou 2 spécimens à la maison et c'est vraiment compliqué. Et voilà, je lui hurle dessus, j'ai envie de le frapper, je vais me faire aider, je vais voir un psy. Comment fait cette maman pour être toujours parfaitement maquillée et coiffée? Je suis nulle, ça c'est ce qu'on voit en bas de l'affiche. Bah, elle a juste mis sa priorité sur son aspect extérieur. Moi, j'ai mis ma priorité ailleurs, sur mes enfants. Donc vraiment les parents d'enfants atypiques, c'est vraiment très compliqué. C'est d'autant plus compliqué pour ces parents-là. Donc c'est vrai que, voilà, pensée particulière, pour elles, hein, pour ces mamans. Voilà, donc on arrive maintenant aux 10 signes, avant-coureurs, hein, pour repérer, le burn-out, parental. Donc je pense qu'on est à peu près bon, hein, il est 15h15, parfait. Donc les signes avant-coureurs en fait ça va être la première phase du burn-out parental. La première phase, c'est un parent qui est très engagé, fortement dans son rôle de parent. Donc il en parle beaucoup et souvent et partout. D'accord? Donc il va, avoir ses pensées, ça va être récurrent, il va en parler sur son lieu de travail, il va en parler auprès de ses amis, quand il va faire du sport, quand il va être en soirée, le soir, il va s'endormir en pensant à ça. Il a des inquiétudes permanentes vis-à-vis de ses enfants, il veut être parfait. Ça va être un sujet, toutes ces pensées vont être liées en fait, à son rôle de parent. Donc ça, c'est un des premiers signes. Ça va être souvent des mamans qui en parlent énormément, tout le temps et à tout le monde.
Un des deuxièmes signes avant-coureurs, ça va être le manque d'enthousiasme. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, cette distanciation affective. Alors, non seulement auprès des enfants, de ses enfants, mais aussi auprès de son conjoint. Donc, ça veut dire que la personne va démissionner de son rôle émotionnel en tant que parent. Il va aller juste faire, comme on a vu tout à l'heure, simplement les tâches de façon robotique, on va dire, entre guillemets. Les préparer, les emmener à l'école, aux activités, les nourrir, les coucher, tout ce qui va de pair. Mais il n'y aura plus d'investissement. Malheureusement, ce manque d'enthousiasme, ça va se retrouver également dans le couple. Hein. Ça va être le parent va prendre, que ce soit le père ou la mère, hein, beaucoup moins de plaisir à partager du temps avec son conjoint. Il y aura un désintérêt pour son partenaire et un désintérêt également qui peut être un désintérêt sexuel aussi. Donc en fait, le couple va se distancier. On va voir le conjoint comme une, entre guillemets, hein, c'est pas très beau ce que je vais vous dire, mais comme une corvée supplémentaire, c'est-à-dire un aide supplémentaire sur lequel dont il va falloir s'occuper. Et là, ça risque d'être assez problématique. Ça, c'est un deuxième signe avant-coureur. Un des troisièmes, c'est des réactions émotionnelles qui sont fortes et qui sont désagréables pour la personne elle-même et pour l'entourage. Ça va être un parent qui va être irritable, agressif, impatient, voire lunatique, un peu sous polais. Un coup, ça ira bien, un coup, ça va aller moins bien. Il va souvent pleurer, il va s'énerver sans savoir pourquoi. Il n'y aura pas vraiment de raison essentielle. Il va y avoir un petit truc qui va faire que ça va démarrer la colère. C'est un parent qui va avoir un amour-passion pour ses enfants et en même temps, il va l'associer avec un rejet haineux. Ce sont ces deux sentiments qui sont ambivalents et qui vont en fait se confronter. Il va y avoir des pertes de sang-froid, des cris, des crises d'angoisse aussi, hein, des symptômes d'attaque, en fait, panique. Il va avoir l'impression, en fait, souvent d'être en apnée, de ne pas pouvoir respirer comme il faut. Ça, c'est en fait un des signes avant-coureurs du burn-out parental. Ce qui découle, en fait, alors on va dire, c'est pas un beau terme, mais on va l'appeler comme ça, à des déficiences intellectuelles. Alors, déficience intellectuelle, vous ne voulez pas dire on ne perd pas ses neurones, hein, on ne perd pas ses capacités intellectuelles. Hein. Mais par contre, on va rencontrer des difficultés d'attention, de concentration, de mémorisation de ce qu'on doit faire. On est moins organisé dans sa tête, on est moins efficace intellectuellement, on va oublier des choses, on va être étourdi, on va être dispersé, on va partir dans tous les sens. Et comme on est moins concentré, on est moins efficace, donc nos journées se rallongent. Donc on rajoute non seulement une fatigue physique en fait à cette déficience en fait d'attention, et donc, ce qui fait des journées à rallonge. Et là, franchement, ça devient vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Un autre signe avant-coureur, ça va être un repli sur soi. Repli sur soi, sur ses enfants, sur son couple, sur sa famille. Le parent va s'isoler de plus en plus. Il va perdre de l'intérêt pour tout ce qui se passe autour. Il fuit en fait toutes les situations. Donc, il va se retrouver de plus en plus seul, de plus en plus isolé. Il va souffrir également un autre signe de symptômes physiques ou psychosomatiques. Il va avoir des migraines, des maux de tête, des maux de ventre, faire des cauchemars. Il va se réveiller tous les jours, tous les matins, un peu plus fatigué, ce qui va en fait nourrir ce cercle, on va dire, comment on peut appeler ça, ce cercle négatif de chemin vers le burn-out parental. En fait, tous ces petits signes vont s'accumuler et vont engendrer ce burn-out qui va être de plus en plus présent. Il peut y avoir aussi des comportements autodestructeurs. Hein. On n'arrive pas à dormir, on va prendre des médicaments, on va prendre des somnifères, on va faire une crise d'angoisse, on va prendre un anxiolytique ou un petit verre d'alcool le soir, histoire de se libérer. Et là, on va tomber dans un engrenage qui va être d'addiction. Il peut y avoir également des troubles du comportement alimentaire. Vous savez qu'il y a certaines personnes, quand elles sont stressées, vont tomber soit dans la boulimie, soit dans l'anorexie. Donc, il va y avoir un comportement alimentaire qui va être complètement déréglé, tout simplement parce qu'on essaye de tenir et on essaye de trouver des soupapes en fait, à ce stress qui est tellement important. Et puis, de toute façon, ce burn-out parental va créer des complications aussi hein, dans le couple, dans des conflits conjugaux. Donc, en fait, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir puisque tout le monde est à fleur de peau, en fait, voilà, c'est
c'est un engrenage. C'est comme on dit un burn-out, c'est exactement ça. C'est que ça commence, ça flambe de l'intérieur. Voilà, ça flambe, ça flambe, ça flambe. Et puis à un moment donné, ou alors comme vous voyez, comme un vase d'eau, hein, ça se remplit, puis à un moment donné, ça va déborder. C'est exactement ça. Une autre des conséquences ou un des signes avant-coureurs, alors juste 2 secondes, je vais boire une gorgée parce que je commence à avoir la bouche un peu sèche. C'est qu'en fait, un autre signe avant-coureur, c'est qu'on va voir, le parent va voir tout en noir. Il va être pessimiste surtout sur lui-même. Il va se critiquer, il va critiquer tout et tout le monde. Il va critiquer son conjoint, ses enfants, il va critiquer les gens qui tentent de l'aider. En fait, il perd confiance en lui. Et donc, il va voir, c'est ce qu'on appelle voir la vie en noir. Il trouve que tout est difficile. Donc, comme il trouve que tout est difficile, il va encore plus se dévaloriser. Ça, c'est un autre signe aussi du avant-coureur. Là, on est rendu au deuxième. C'est une dévalorisation permanente de soi. Je ne suis pas un bon parent. Comme je ne suis pas un bon parent, je ne suis pas bon non plus dans mon travail. Hein. Mon conjoint m'aime plus. Voilà, il ne veut plus m'approcher. J'ai mis une distance qui est là, qui est présente. On est en train de s'éloigner. Il va se juger en permanence. Il va avoir honte de son rôle de parent. Il va être gêné. Voilà, c'est tout un cercle vicieux qui se met en place. Et puis, au pire de tout ça, et on l'a vu tout à l'heure, hein, quand il y avait une des mamans qui témoignait en disant que elle voulait mourir, c'est qu'à un moment donné, on arrive à avoir un parent qui peut évoquer des pensées suicidaires, qui peut évoquer des difficultés à sortir aux autres, à parler aux autres, à parler même à ses enfants. Il a l'impression qu'il ne sert à rien, à personne, il ne dit plus rien ressentir, il est froid, il est mort de l'intérieur, il est brûlé de l'intérieur. Le burn-out, c'est ça, c'est brûler de l'intérieur. C'est utilisé aussi dans le milieu aéronautique, le mot burn-out. Ça vient de là aussi, ça veut dire, si je me souviens bien, c'est une pièce qui brûle de l'intérieur. Eh bien, c'est ça. L'intérieur est vide. Il y a un sentiment de vide, d'inutilité, de désespoir. Voilà. Ça, ce sont les 10 signes avant-coureurs qu'on va retrouver en fait dans le burn-out parental. Hop. Alors, par contre, ce burn-out parental, en fait, hop, c'est ce que je viens de vous dire. Ah ouais, voilà. Donc, les enfants, sujet omniprésent, c'est ce qu'on a vu. Manque d'enthousiasme pour ses enfants et son conjoint. J'avais oublié que j'avais fait ça. Des réactions émotionnelles exacerbées, difficultés de concentration, d'attention, de mémorisation. Un repli sur soi, des symptômes psychosomatiques, un comportement autodestructeur, un pessimisme ambiant, une dévalorisation permanente de soi et un épuisement total. Voilà, ça, ce sont les 10 signes avant-coureurs du burn-out parental que vous avez sous les yeux, que vous pourrez consulter de toute façon comme vous le souhaitez après. Alors, il y a des spécificités entre le burn-out paternel et le burn-out maternel. Ce sont deux choses différentes. Alors, la mère. La mère, on va retrouver dans sa spécificité ce désir de perfection. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, elle va chercher la perfection. Le désir de perfection, ça va être lié à l'hyperactivité. Donc, elle court partout, sans arrêt. Elle veut tout faire. C'est ce qu'on a vu. Hein. Donc, ce qui va l'amener à un épuisement physique, avec une fatigue, des tensions. Voilà. Donc, comme elle est fatiguée, il y aura l'ambivalence des sentiments. C'est ce qu'on a vu. Amour-passion, rejet, haineux. Hein, c'est exactement ça. On va arriver à des besoins contradictoires. Elle a envie de lâcher prise, mais en même temps, elle a besoin de tout contrôler. Elle n'arrive pas à déléguer. Donc ça, c'est le souci. Donc en fait, tout ce qu'elle va demander va être contradictoire. Donc en fait, les gens de son entourage vont être complètement perdus. Le papa, il ne va pas savoir, est-ce que je l'aide pas? En fait, tu me demandes de t'aider, mais en fait, tu viens le faire à ma place. Vous savez, c'est comme, à un moment donné, il faut faire le bain et la maman s'énerve à un moment donné, est-ce que ça va pas si vite ou c'est pas fait de sa façon à elle? Hop, 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 ça prend des proportions pas possibles. Donc, en fait, elle reprend tout en main. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Il y a le trouble alimentaire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les troubles de l'humeur, de l'agressivité, tristesse, jalousie, c'est ce qu'on a vu, hein, et la baisse de libido, l'absence de désir sexuel. Pour le père, ça va être un peu différent. Donc lui, ça va être plus une déprime en fait, une tristesse qui va être languissante, qui va être sous-jacente. Et bien donc, comme la situation ne lui plaît pas, il va fuir. Il va fuir dans le travail, il va fuir dans le sport, il peut la fuir également, cette situation, dans les sorties et là, être confronté à des comportements qui vont être addictifs, hein, que ce soit l'alcool, les achats compulsifs. Les jeux vidéo, il y a beaucoup aussi de pères qui se réconfortent, on va dire entre guillemets, ou qui se réfugient dans les jeux vidéo.
pour ne pas voir ce qui se passe à côté, puisque de toute façon, ils n'arrivent pas à prendre leur place de père, puisque la mère qui est en burn-out parental, ne veut pas laisser sa place non plus. Après, ça peut être des crises d'angoisse, une agressivité qui va être violente ou verbale, violence verbale ou physique, un sentiment de perte de contrôle, d'être totalement dépassé par les événements, un vrai sentiment d'échec, hein, ça c'est ce qu'on a vu aussi. Et puis une absence ou une augmentation du désir sexuel. Alors il y a peut-être plus d'infidélité aussi à ce moment-là, parce qu'on a besoin de reconnaissance et d'être, on va dire également, désiré et pris en compte. Donc ça, voilà, c'est la spécificité entre, le burn-out maternel et le burn-out paternel. Donc voilà, ça, je vous ai remis pour que vous l'ayez sous les yeux, les différentes phases du burn-out parental. Alors elles sont toutes notées. Donc ça commence bien sûr par ce besoin, d'être un parent, et cette envie d'être le parent idéal, le parent qu'on a imaginé, le parent qu'on a rêvé. Donc pour atteindre cet idéal, on va se surinvestir. Donc là, c'est ce qu'on revient, hein, l'hyperactivité, il faut que tout soit parfait, il faut que l'enfant soit parfait, il faut qu'il réussisse dans tout, il faut faire 10 000 activités, ce qui est assez compliqué, ce qui amène au sacrifice de soi. On n'a plus de temps pour soi, on a l'impression de subir de tout, donc on arrive à la frustration, perte d'énergie et puis voilà. Et on arrive aux 3 symptômes du burn-out parental qui sont l'épuisement, la distanciation affective et la perte d'efficacité et d'épanouissement. Voilà un peu le parcours du burn-out parental. Ce que vous avez peut-être connu, alors je vous avais envoyé à toutes, parce que c'est que des femmes qui se sont inscrites à cet atelier, de faire un peu le test que j'avais pris dans le livre du burn-out parental, hein, je le remonte, de Moira Mikołajczak et Isabelle Roscam, pour voir où vous situez vous-même vis-à-vis de ce burn-out parental. Donc là, ça vous permet un peu de vous situer, est-ce que vous reconnaissez les signes et tout. Mais bon, comme dans tout, hein, pas de panique, il y a des solutions. Alors, ce qui est certain, c'est que si vous vous rendez compte du problème le plus tôt possible, ça va être beaucoup plus facile de le régler. Donc, c'est ce que je voulais vous parler maintenant, hein, c'est ce que j'avais dit en dernière partie qu'on verrait, c'est la méthode du calmer parenting. Donc ça, c'est le coaching auquel je me suis formée, qui a été créé par Noël Janice Norton, hein, qui est également une méthode anglo-saxonne, qui arrive d'Amérique du Nord, qui après s'est développée à Londres, qui a été ramenée en France par Anne Pémira, hein, qui est dirigeante du calmer parenting français avec qui je travaille. Donc, elle se base sur différentes choses, cette méthode. C'est une méthode calme et respectueuse des enfants pour une vie de famille plus calme, plus facile et plus heureuse. Elle se base en fait sur un socle. Et ce socle, c'est quelles sont vos attentes, quelles sont les règles que vous voulez mettre en place, quel est le cadre que vous souhaitez définir et comment le mettre en action avec votre conjoint. Le front uni, c'est le couple parental. Alors, on parle de couple parental, mais le front uni peut aussi se composer pour les mamans solo de vous et d'un meilleur ami, d'un oncle, d'une tante qui va vous aider, pour les familles recomposées de votre conjoint actuel. Mais cette idée, en fait, d'être deux pour pouvoir avancer plus sereinement dans l'éducation de votre enfant. Et suite à ce socle-là, vous avez différentes façons, différentes techniques qui vont être mises en place pour aider. Le complément descriptif, c'est motiver l'enfant à donner le meilleur de lui-même, qui est complètement différent du complément évaluatif, où là, on va porter un jugement sur ce que l'enfant a fait. Là, on va le décrire. Et on va associer à ça un adjectif qualificatif pour le mettre en valeur. Donc, on va valoriser l'enfant. Savez-vous qu'en fait, dans une journée, là, je vous propose de faire le test un jour, d'écrire tout simplement tout ce que vous dites en une journée à votre enfant. Et vous allez voir, en fait, assez rapidement, vous allez dire 9 choses négatives pour une positive. Listez-les. Faites le jeu, listez-les en une seule journée. Et vous allez vous rendre compte un peu du comportement que vous avez. Mais malheureusement, on a été éduqués comme ça, hein, donc c'est pas étonnant qu'on agisse aussi à ça. Donc là, c'est vraiment faire un virage à 180 degrés pour prendre la parentalité d'une autre façon. La deuxième, c'est la discussion préparatoire, c'est de donner de bonnes habitudes aux enfants, c'est-à-dire en fait de comprendre leurs émotions. Là, on est plus sur les émotions, sur la communication non violente, sur du tout, je suis en train de mélanger avec l'écoute empathique. La discussion préparatoire, en fait, c'est préparer l'enfant à une nouvelle règle qui va se mettre en place. Donc là, ça veut dire une règle ne se met pas en place du jour au lendemain, hein. Il faut donner
un temps de latence pour que l'enfant intègre la nouvelle règle. Donc ça, c'est ce qu'on apprend à faire aux parents. L'écoute empathique, bah, c'est ce que je vous disais auparavant, hein, c'est la communication non violente. C'est également tout ce qui va être l'expression des émotions profondes. Donc là, on va travailler là-dessus. Ne jamais se répéter, se faire obéir à la première demande, c'est la méthode en 6 étapes. C'est quelque chose qu'on va voir qui marche très bien sur des enfants pour passer d'une activité à une autre, mais ça ne marche pas sur les écrans. Les écrans, c'est autre chose. Et la dernière, c'est récompense et conséquences, c'est encourager l'enfant à poursuivre l'effort et également le mettre face à face aux conséquences qu'il a s'il ne respecte pas une règle qui a été plus ou moins évoquée, et puis enfin non seulement évoquée, mais mise en place. Donc voilà, donc ça, ce sont, si vous voulez, ce sont les techniques, la méthode et les techniques du Calmer Parenting. Moi, je travaille sur un pack, le pack Easy Family, en fait. Je vous en expliquerai un petit peu plus tard. Ça, c'est la bibliographie que vous aurez sur les livres sur lesquels je me suis appuyée pour construire en fait cet atelier. Hein. Donc, vous verrez une petite liste, alors qui est absolument pas exhaustive. Hein, on pourra en rajouter beaucoup d'autres, mais je vous en ai mis quelques-uns. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais. Moi, je travaille en fait sur. C'est un coaching qui est assez directif. Hein, c'est en 5 ou 6 séances, plutôt 5 parce que j'ai un pack Easy Family sur 5 séances qui se fait espacé de 15 jours, 3 semaines. Ce sont des séances d'1h30. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous laisse aller sur mon site internet easyfamily.fr. Hein, vous verrez tout ça. Donc, mon cabinet est situé au Sable d'Olonne. Mais je travaille bien sûr en visio et de plus en plus hein, avec le contexte actuel. Et j'avais un cabinet sur La Roche-sur-Yon, mais pour l'instant, il n'est pas ouvert à cause du Covid et du semi-confinement qui est toujours mis en place. Voilà, donc j'espère écouter que cet atelier vous a plu. Je n'ai pas vu de façon délibérée en fait les clés pour s'en sortir parce que ça, je pense que ça pourra faire part d'un autre atelier où on pourra avoir différentes façons de travailler sur les clés pour se sortir de ce burn-out parental. Là, je vous ai déjà permis, à travers cet atelier, de prendre conscience de ce qu'était un burn-out parental et surtout de reconnaître, et c'est ça qui est intéressant, cet atelier, enfin, vous pouvez le montrer également aux gens autour de vous pour qu'ils vous aident à prendre conscience. Moi, quand je fais des conférences en présentiel, j'ai quelques papas, pas beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns. Et à chaque fois, en fait, la remarque qu'ils me font en fin de séance, c'est, en fin de conférence, c'est qu'en fait, cette conférence devrait être ouverte beaucoup plus aux papas. C'est les papas qui devraient être présents pour faire prendre conscience à leur conjointe que là, ça commence à poser problème et il faut interagir, il faut agir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager en fait ce PowerPoint. N'hésitez pas non plus à revenir vers moi si vous sentez que vous entrez dans ce burn-out et que vous voulez tout de suite le stopper. Là, je peux vous aider, hein, bien sûr, par un coaching assez directif et puis par un accompagnement, tout simplement. Ou si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Hein. Je vous dis à bientôt. Voilà, donc là, on a réussi, on a fait l'enregistrement. Maintenant, je vais vous écouter si vous avez bien sûr des questions. Non? Donc, bah, je vais mettre fin à la conférence.